Argument fondamental contre la peine, entre parenthèses, de mort. Dit par Émile Berlerme, novembre 2019. Introduction. L'idée que j'expose ici est que le pénal, la punition, est absurde, illégitime et même illégale, puisque nous avons tous été contraints d'exister. Et par conséquent, nous sommes innocents des actes que nous n'aurions pu commettre sans cette existence imposée par d'autres, nos parents avec la coresponsabilité sociale. Si la loi donne l'autorisation de procréer explicitement ou implicitement, alors elle ne peut reprocher leurs actes aux personnes dont elle a imposé l'existence, car sans cette autorisation, ils n'auraient pas existé, eux et leurs imperfections, dans une société gérée et contrôlée par des lois, donc elle-même imparfaite, société et loi, et reconnue-t-elle par la société par cette existence même. L'humanité doit se débarrasser de la justice pénale et de toute forme de punition, car ce n'est pas de la justice. Une véritable justice humaine, humaniste, doit s'assurer que toute personne mise au monde pour le service social vit dans le bien-être, sinon il est inutile de lancer sa fabrication. Il est inutile de lui imposer l'existence. Deux procréateurs et leurs associés, ne sachant ni fabriquer parfaitement une personne, ni l'éduquer parfaitement, ne peuvent imputer à la personne fabriquée ses actions imparfaites dans une société imparfaite. Quand même ils voudraient lui imputer son existence par on ne sait quel artifice. La société ne peut reprocher ses interactions avec le monde à une personne qui n'a pas voulu exister, qui n'a donc pas demandé à interagir, et qui va donc devoir le faire malgré elle. Nous sommes des éléments de l'univers, qui, lui, existe de tout temps et hors du temps. L'univers est perpétuel et sans responsabilité d'exister. Ces mécanismes sont irresponsables. Il en va de même pour nous qui avons été induits par cet univers sans responsabilité. La responsabilité ne peut naître de l'absence de responsabilité. Puisque l'ensemble est irresponsable, le contenu, nous, l'est également, car il n'y a pas de changement de valeur, mais uniquement changement de fonctionnalité. Présentation. Le droit ne précède pas le pouvoir, il est conçu par le pouvoir, il est donc illégal. Ce texte ne parle pas de protection de la société contre les personnes asociales ou antisociales, mais de peine, de punition, de code pénal, de justice pénale, de législation sur la peine et du devoir de s'en passer. Ce texte ne parle pas non plus des victimes et comment la société doit les traiter. C'est un sujet capital qui doit être abordé à part. Ce sujet des victimes n'a rien à voir avec le pénal, et devrait même être traité avant le pénal, puisque les premières victimes sont le résultat de la procréation, et donc de l'existence même. Les parents qui fabriquent ou prennent le risque de fabriquer des enfants handicapés, nous le sommes tous, sont-ils pénalement responsables? Pourquoi ne devrait-il pas l'être dans un système, le système actuel, où celui qui agit est censé être responsable des conséquences de ses actes? Il faut d'abord supprimer le punitif, et tout ce qui en découle devrait se dévider comme une pelote. Par quoi remplacer le punitif? Réponse, par l'éducation. Il ne faut pas soigner, il faut prévenir la maladie. Il faut donc agir en amont, à la source. La source est la procréation. Comme il faut un levier au changement des mentalités, le meilleur est judiciaire. À plus ou moins court terme, la justice pénale doit disparaître. Elle doit reconnaître l'injustice avec laquelle elle traite ce qu'elle nomme les justiciables. Personne n'a demandé à être justiciable avant d'exister. Les hommes passeront par les juges et le Conseil constitutionnel
pour changer le comportement aberrant des gouvernants et de certains hommes qui se sont appropriés le pouvoir par l'argent. Posséder de l'argent, c'est posséder le travail des gens, donc c'est posséder des gens. Il est hypocrite, ou c'est du déni, de refuser d'admettre que posséder le travail des gens, c'est posséder les gens qui font ce travail. Il est hypocrite de refuser d'admettre que nous sommes tous obligés de travailler pour survivre en faisant un travail choisi par d'autres, puisque nous n'avons pas demandé à exister dans ce monde. Personne ne devrait posséder des gens. Qu'attend la justice pour agir contre cet esclavage? Vous voulez changer le monde. Fermez vos prisons. Il est illégal de punir. Cessez d'enfermer ceux que vous avez fabriqués imparfaitement et éduqués imparfaitement, et jetez dans vos sociétés imparfaites. Ils n'ont pas demandé à exister, tout comme vous. Ce serait un bon point de départ. Les juges et le Conseil constitutionnel devraient comprendre les notions d'irresponsabilité et d'innocence d'exister. Cette action fondamentale vous imposera de revoir l'éducation de vos enfants. Il faut parler de l'innocence d'exister comme vous parlez de l'héliocentrisme et de l'évolution. C'est une vérité absolue de la nature. Chacun doit la connaître comme toute vérité essentielle. Personne n'est responsable de ses imperfections physiques, donc intellectuelles, de naissance et de ses imperfections futures qui en découlent. Personne n'est responsable de ses imperfections éducatives et des imperfections comportementales qui en découlent. Personne n'est responsable des imperfections de la société dans laquelle il a été incorporé sans son accord. Personne n'est responsable de ne pas être parfaitement ajusté à la société et à ses règles. Personne n'est parfait, car la perfection n'existe pas. Mais surtout, personne n'a demandé à exister, que ce soit parfait ou imparfait, dans ce monde imparfait ou dans un autre parfait ou non. De quel droit fabrique-t-on une personne quand on se prétend au-dessus du simple animal, quand on se prétend intelligent, sensible, conscient? Un animal ne se pose pas de questions, un être humain doit s'en poser, surtout sur les questions essentielles. Phrase éducative sempiternelle que tous les enfants du monde ont entendue 1000 fois. Réfléchis avant d'agir. Et s'il y a bien une question capitale au vrai sens du mot, c'est bien celle d'imposer à une personne d'exister. Donc, de quel droit punir celui qui n'a pas demandé à exister? Et surtout, comment l'être humain en est-il arrivé à punir celui qu'il fabrique lui-même imparfait? N'est-ce pas aberrant de punir la chose ou l'être que l'on fabrique? N'est-il pas absurde de lui donner des défauts physiques ou intellectuels, même involontairement, et de le punir de ses erreurs comportementales induites? Si vous ne savez pas éduquer, apprenez ou demandez de l'aide aux spécialistes. Si les spécialistes ne savent pas, qu'ils comblent leurs lacunes. L'éducation est comportementale, c'est-à-dire que l'on apprend dans l'exemple. La punition n'est pas un bon exemple, donc n'est pas de la bonne éducation. La torture psychologique, la solitude et la privation de liberté, n'est pas un bon exemple, donc n'est pas de la bonne éducation. La séquestration, la prison, n'est pas un bon exemple, donc n'est pas de la bonne éducation. La peine de mort ne punit pas le mort, car elle n'apprend rien à celui qui n'existe plus. Elle n'est donc pas une peine. Le couloir de la mort n'est qu'une longue torture sans raison éducative directe pour la personne qui est censée ne plus revenir dans la société. Elle n'a donc aucun sens. Elle n'est pas de la justice, puisque l'exemplarité de la peine n'est pas de l'équité. L'éducation est primordiale. Les connaissances sont primordiales. Nos actes dépendent de ce que nous sommes et ce que nous savons, que nous n'avons pas demandé. Demandez-vous pourquoi vous n'avez jamais songé à votre propre contrainte d'existence et l'innocence de tous vos actes qui en découlent. Et vous devriez comprendre en quoi une éducation rationnelle, rationaliste, pourrait changer chaque individu
et donc le monde. Nous fonctionnons de manière rétroactive, et cela explique bien des choses sans avoir recours à des notions absurdes. La vérité doit toujours être dite à tous sans exception, et on ne peut lui faire barrage, à moins d'être un dictateur ou d'apprécier la dictature. L'innocence de nos actes en est une, je l'ai dit. Le pénal est absurde, je le dis. Cesser de punir, c'est absurde. Le droit de punir est la première question, car s'il n'existe que le pouvoir de punir, il n'y a pas d'éthique dans ce droit. La responsabilité effective des personnes est la seconde question, car si tout ce qui existe est sans responsabilité, alors la punition n'a pas de sens. Il y a notre monde social basé sur notre imaginaire, en voie de correction, et le monde tel qu'il est véritablement, et donc corrélé autant que possible avec les descriptions scientifiques. Nous vivons dans un monde ayant imaginé la responsabilité des personnes, et nous devons tenter de rejoindre le monde véritable, naturel, où la responsabilité n'existe pas. Le monde réel est sans responsabilité, alors que nous vivons dans le monde imaginaire avec responsabilité. Évidemment, ça ne peut pas coller. Nos sociétés ne peuvent pas s'en sortir en continuant ainsi. Il y a trop de déphasage entre la réalité et l'imaginaire. La description verbale du monde et sa véritable nature doivent être aussi exactes que possible. Il doit y avoir une correspondance aussi parfaite que possible entre la description verbale et les faits, les objets et les événements décrits. La responsabilité est une invention sans fondement, le libre arbitre est une invention sans fondement. Argument fondamental contre le pénal. Cet argument fondamental contre toute peine est la contrainte d'existence. Or, cette contrainte qui nous est faite d'exister nous rend innocents de nos actes. Pourquoi ? Parce que ce qui nous a été imposé ne peut nous être reproché, et donc tout ce qui en découle, c'est-à-dire nos actions dans le monde. Nous ne pourrions faire quoi que ce soit, en bien ou en mal, sans avoir été fabriqués, sans exister. Tout nous a été imposé, l'existence elle-même, donc nos composants physiques et intellectuels, la culture qui imprègne nos cerveaux, ainsi que nos associés, et le monde très violent dans lequel nous sommes insérés. Qui choisirait une telle existence, infiniment risquée avant sa conception, s'il devait absolument exister, s'il pouvait choisir? Nous sommes innocents de nos hormones, des glandes qui les fabriquent, des muscles qui les utilisent et des os qui les sous-tendent, du cerveau censé contrôler le tout, mais qui ne contrôle par rétroaction nos gestes et nos actes que si la fabrication est correcte et l'apprentissage adéquat, et des actes rendus possibles que nos organes engendrent dans le monde dans lequel nous avons été installés sans notre accord. Nous n'avons pas demandé à exister, et exister tel que nous sommes, et l'univers non plus. Nous sommes telle une bouteille, innocents du contenant et du contenu. Nous sommes mobiles et devenons autonomes après apprentissage, mais ce n'est pas différent de l'autonomie d'un oiseau ou d'un chat. Nous n'avons pas demandé à exister, pas plus l'autonomie que la mobilité, et de devoir protéger et alimenter perpétuellement cette mobilité. Nous n'avons pas demandé la violence inhérente à nos capacités physiques. Nous n'avons pas demandé le lieu de notre installation, le type de vie, la culture, la société et ses règles artificielles innombrables. Tout cela nous a été imposé, et ce qui nous a été imposé ne peut nous être reproché. Nous n'avons pas demandé à posséder un pouvoir quelconque sur quiconque ou quoi que ce soit. En donnant l'argument fondamental contre la justice pénale, contre toutes les peines quelles qu'elles soient, le remède pour les éléments associés devrait en découler, comme la peine de mort en particulier, les guerres, les violences et tout le gâchis social inutile. Pourquoi les mâles bataillent-ils ? Parce que ça a toujours été ainsi depuis que les animaux sont bisexués. Pourquoi les humains guerroient-ils encore et toujours ? Parce que le contrôle sur leur agressivité est inférieur à leur agressivité.
variable selon les personnes en fonction des hormones et du potentiel physique. L'agressivité domine le contrôleur au lieu de l'inverse. Les humains n'ont pas appris, à la maison et à l'école, la fonction de contrôle avec suffisamment d'efficacité. Il faut renforcer cette fonction de contrôle sur soi. C'est un devoir social impératif. Un excès de testostérone peut rendre fou, nous le savons tous. Personne n'a demandé à posséder de la testostérone. Personne n'a demandé à posséder la nécessité de contrôler son agressivité. Si les hommes ou les femmes deviennent criminels, c'est d'abord parce qu'ils existent. Mais ils existent sans l'avoir demandé, et ils deviennent criminels parce que les crimes ont été inventés avant qu'ils n'existent. Avant de me fabriquer et de m'insérer dans votre société, une association à part égale, paraît-il, j'en doute fort, m'avez-vous demandé si j'acceptais vos règles? Mais pourquoi ne pas fabriquer une personne sans possibilité de commettre des crimes? Pourquoi ne pas fabriquer une personne sans possibilité d'être victime? Si vous n'y parvenez pas, est-ce à la personne que vous avez fabriquée que revient la responsabilité de votre fabrication et de votre éducation et de votre monde imparfait selon vos règles inventées sans qu'elle y prenne part? Nous sommes innocents de nos actions simplement parce que nous n'avons pas demandé à agir ni à interagir. Nos fabricants, parents et la société complice nous l'ont imposé. Nous avons été mis devant le fait accompli d'exister par d'autres qui ont subi le même sort avant nous, et advienne que pourra. Remarque existentielle. Si une seule vie est absurde, alors 8 milliards de vies sont 8 milliards de fois plus absurdes. Or, à quoi me sert mon existence avant d'exister? Réponse, à rien, puisque je n'existais pas avant ma fabrication. À quoi me sert mon existence après avoir existé? Réponse, à rien, puisque je n'existerai plus. Mon expérience de vivant ne va pas égayer mes ossements ou la fumée de ma crémation. À qui sert mon existence? À ceux qui m'ont fabriqué et leurs complices, la société. Pendant que j'existe, évidemment, j'essaie de vivre au mieux comme tout animal. Sommes-nous toujours des animaux de base? Mais lorsqu'ils m'ont fabriqué, pouvaient-ils assurer que j'allais avoir une belle vie, une bonne santé, la longévité, une vie passionnante dans un monde passionnant? Réponse, non, bien entendu. Alors, comment et pourquoi ont-ils osé lancer ma fabrication? Réponse, ce n'est, semble-t-il, pas leur problème. Il s'agit uniquement d'un acte animal coutumier que tout le monde pratique depuis la première cellule, quelques milliards d'années plus tôt. Ça ne sert à rien, mais puisque l'univers dit qu'il faut perpétuer le système, alors on obéit stupidement à la grande machine. Mais pourquoi diable obéir à une machine? L'univers n'est qu'une grande machine qui tourne sans raison, qui existe sans raison. L'univers fonctionne indéfiniment, perpétuellement, et il est indifférent à la souffrance que ces mécanismes induisent. Nous n'avons pas à obéir à une machine stupide qui n'a ni début, ni fin, ni cause, ni raison. Et ceci a de nombreuses implications également. Tout d'abord, si la machine univers nous a fabriqués avec la fonction souffrance, pourquoi l'accepter? Et surtout, pourquoi l'imposer à son enfant quand on n'est pas d'accord avec ça soi-même? Pourquoi lancer la fabrication d'un enfant qui souffrira et mourra à coup sûr? Et pourquoi ajouter la notion de justice pénale à ces horribles et inutiles punitions universelles que sont la souffrance et la mort? Construisez des êtres parfaits, éduquez-les parfaitement, et accueillez-les au minimum, avec une amabilité permanente et générale. Sinon, pourquoi les fabriquer? Justice naturelle. L'artificiel est inclus dans le naturel. La vérité de description arrange le monde humain, car elle tente de coller aux faits aussi bien que possible. C'est pourquoi nous avons besoin d'accepter les démonstrations des scientifiques sur ce que nous sommes et l'univers.
La vérité n'est ni démocratique, ni démagogique, ni populiste. Elle est argumentée. La vérité n'est pas le résultat d'une élection ou d'une pétition. Avec Cesare Beccaria, au XVIIIe siècle, la notion de délit et de peine a été posée un peu plus humainement. La torture comme adjuvant du système pénal commençait à interpeller les humanistes. Mais ceux-ci ne s'étaient pas encore posé les bonnes questions sur eux-mêmes. Et Michel Foucault, au XXe siècle, dans son livre « Surveiller et punir », ne mentionne jamais certaines notions existentielles pourtant capitales. Darwin, entre deux, allait exposer ses idées sur l'évolution, un siècle après Beccaria et un siècle avant Foucault. Mais Darwin a beau avoir révélé l'évolution aux humains, ceux-ci ne semblent pas en avoir compris les implications sur le social. J'aimerais que l'humanité cogite à une façon différente de se voir, pas n'importe quelle façon, la véritable, celle qui aurait dû prendre naissance avec Lucrèce, Copernic, Galilée, Darwin, Einstein, Crick et Watson, et bien d'autres qui nous ont dévoilé, en partie, l'univers et notre véritable nature humaine, et qui ont mis à bas nos croyances. Dieu est mort, et en mourant, il ne nous a pas rendus responsables de notre existence. Notre justice et nos rapports humains sont encore basés sur les anciennes croyances. La croyance est un blocage mental qui n'apporte que des confrontations absurdes, puisque nous sommes innocents d'exister. Nous devons nous réveiller et en venir à la réalité. Une justice naturelle est une justice qui tient compte de l'évolution de l'homme, sa phylogénèse à partir des cellules initiales, sa provenance de mécanismes induits par l'univers, et une justice qui laisse tomber les croyances. Une justice naturelle est une justice qui admet les véritables mécanismes de la vie, les véritables mécanismes de la personne humaine. Les animaux ont une culture. Cette culture dont nous sommes issus a évolué au cours des millions d'années, commençant et perdurant dès que le système nerveux a été suffisamment sophistiqué pour mémoriser quelques secondes du comportement et de l'environnement, ce qui permettait de transmettre son comportement à sa progéniture ou à ses voisins. La culture est un système qui a évolué sans discontinuité. La continuité culturelle est importante dans la compréhension de nos défauts actuels. Quand le langage est apparu, les routines comportementales et les coutumes anciennes existaient dans les mémoires, et le langage permettant de complexifier la pensée presque à l'infini au fur et à mesure de son enrichissement, nous nous sommes mis à tenter d'expliquer des phénomènes hors de notre compréhension. Nous n'avions pas assez d'éléments et pas assez de fonctionnalités mentales pour traiter correctement nos impressions sur notre environnement. Les animaux que nous étions et sommes encore et serons toujours en sont arrivés à inventer des notions qui n'ont aucun sens dans l'absolu, comme la notion de responsabilité, alors que l'univers et tout ce qu'il contient est irresponsable, d'exister sans responsabilité. Celle de libre arbitre, alors que nous sommes un agencement de mécanismes de l'univers, que nous en sommes le résultat et que nous n'y pouvons rien. Le libre arbitre est impossible, il ne peut s'induire d'un univers mécanique déterministe. Ainsi que la fonction mentale croyance qui freine notre évolution culturelle, en bloquant la raison sur des sujets anciens cogités par nos ancêtres, morts depuis des milliers d'années. La croyance est une maladie mentale, cousine de l'obsession, en beaucoup plus agressive. Et par ces croyances imaginées il y a belle lurette, nous sommes restés bloqués sur des contre-vérités dont nous nous servons encore aujourd'hui pour supplicier, enfermer, blesser ou tuer des personnes fabriquées et éduquées par nous-mêmes, leurs parents et associés, quand nous leur reprochons leurs actes antisociaux. Quelqu'un a-t-il demandé à participer à la société avant d'avoir été contraint d'exister? Quelqu'un a-t-il signé le moindre contrat social avant d'avoir été fabriqué?
La reconnaissance de notre origine animale, qui est argumentée scientifiquement, donc une vérité descriptive, doit nous faire revoir notre justice, qui ne peut être pénale, mais éducative. La justice peut continuer à vivre, mais comme arbitre. Et si nous parvenions à atteindre cette intelligence que nous cherchons sans enthousiasme, peut-être que les policiers et les militaires pourraient se reconvertir en éducateurs. Il y a un savoir à retirer des multiples croyances à travers le monde et toutes les époques, c'est que nous pouvons agir stupidement ou intelligemment à partir de simples idées. Les idées ont du poids sur le comportement. Il vaudrait mieux que nos idées soient bonnes. Les actions suivront. Équité et droits humains. If my cup won't hold but a pint, and yours holds a quart, wouldn't you be mean not to let me have my little half measure full? Sojourner Truth, 1851. L'équité est le fondement des droits humains. Quand vos parents ont envisagé de vous mettre au monde, ils rêvaient de Superman ou de Wonder Woman. Mais la probabilité pour que vous soyez simplement un humain avec un QI de plus de 100 est de 50%, et que vous ayez un QP, quotient physique, supérieur à 100 était également de 50%. Idem pour le QE, quotient émotionnel, le QS, quotient sexuel, le QC, quotient culturel. Ce qui, mathématiquement, vous donnait environ 3% de chance d'avoir tous ces quotients supérieurs à 100. Il ne voulait certes pas que vous naissiez handicapé, physiquement ou intellectuellement, mais le risque était très grand. Ils ont donc joué à la loterie de la vie sur votre existence, ou plutôt à la roulette russe, ou même au toboggan fatal, choisissez. Mais une fois qu'un être souffrant est fabriqué, comment défaire la souffrance? Si vous ne voulez pas être équitable, en particulier avec moi, ou avec le reste du monde, cela signifie, la meilleure défense étant l'attaque, que je dois vous éliminer aussi rapidement que possible, car votre existence est une menace constante. Il me faut déduire de votre opposition à l'équité que vous vous octroyez unilatéralement le droit de commettre des crimes contre moi ou l'un des miens. Mais si vous admettez cela, vous l'admettez pour vos propres enfants et tous les membres de votre dynastie, qui auront tout intérêt à vous éliminer dès qu'ils n'auront plus besoin de vous. Il suffit d'un seul. D'où les lois contre le parricide, édictées par des parents alors que leurs enfants n'ont pas signé ces lois bien qu'ils soient directement concernés. On comprend pourquoi les parents veulent se protéger, mais on comprend moins pourquoi l'amour qu'ils devraient porter à leur enfant et qu'ils devraient recevoir en retour les a amenés à faire de telles lois. Pourquoi se protéger d'un parricide éventuel, si l'on n'a rien à se reprocher? Pourquoi un enfant tuerait-il celui qu'il aime, s'il n'y a pas une raison derrière ce meurtre? Les lois contre le parricide sont des séquelles de notre animalité. Ce sont des principes animaux, ceux utilisés par l'évolution. La loi du plus fort. Mais la loi du plus fort n'est pas la loi du plus futé, et encore moins une loi émanant de l'intelligence. La nature n'est qu'une machine qui ne s'intéresse pas à la souffrance des choses qu'elle fabrique, au point d'induire la souffrance comme principe d'autodépannage. Ce système de fonctionnement par élimination du problème et loi du talion est le principe de la justice actuelle. Si la justice doit exister, elle doit servir à établir l'équité et à la contrôler, car elle ne peut être justifiée que par cette notion. La notion d'équité doit servir de base à nos rapports humains. Sans équité, pas d'humanité sage. Cette équité doit être une équité dans le bien-être, car l'équité dans le malheur et dans la guerre est absurde. Le bonheur est inatteignable sans bien-être. Mais il n'y a pas de responsable. Nous sommes tous irresponsables. Les droits et les lois doivent être basés sur l'équité, dans le bien-être et dans l'absence de responsabilité. Sinon, ne faites pas d'enfants.
L'innocence d'exister. Quand les droits de l'homme ont été imaginés et modifiés, ils n'ont pas pris en compte la contrainte qui nous a été faite à tous d'exister. Être innocent d'exister signifie que nous sommes innocents d'être ce que nous sommes, innocents d'habiter le monde qui nous a été imposé, et donc innocents de tous nos actes au cours de notre vie. Nos actes dépendent de l'existence de notre corps et de notre intellect, c'est-à-dire de tous nos potentiels physiques et mentaux non désirés et non validés avant notre existence par nous-mêmes, évidemment, ainsi que du monde, du lieu du monde et de la culture dans lesquelles nous existons sans accord préalable, évidemment. Nous ne sommes pas autogènes et nous ne devenons pas autogènes. La justice semble considérer que les individus sont autogènes. Ils se sont fabriqués eux-mêmes, donc sont responsables. Non. Les gens ont été initiés par d'autres personnes, leurs parents. Mais comme par magie, tout d'un coup, ils deviennent responsables d'exister. Responsables d'être ce qu'ils sont, responsables de leurs imperfections de construction, quand ce n'est pas visible, et responsables de leur éducation. Ils se sont comme autogénérés volontairement, intellectuellement, malgré toutes les différences humaines, vers l'âge de 12 ans ou 18 ans. Et c'est identique pour tout le monde. Juste quelques dérogations selon les experts psy. Des individus qui n'ont pas demandé à exister, quelle que soit la prétendue intelligence qui leur est prêtée, surtout imposée, et le prétendu monde merveilleux dans lequel ils sont installés sans leur gré. Ces individus donc ont autogénéré leurs responsabilités. C'est ahurissant. On ne peut me reprocher d'avoir fait ce que j'ai fait, car si je n'avais pas été mis dans les conditions de le faire, je n'aurais pu le faire. Or, sans existence, je n'aurais pu faire quoi que ce soit, ni en bien, acte supposé bien par la société, ni en mal, acte supposé mal par la société. Si ma main n'existe pas, elle ne peut serrer un objet, tenir un poignard, tirer une gâchette, appuyer sur un bouton. Si je n'existe pas, je ne peux accomplir l'acte qui m'est reproché. Si je commets un acte, c'est parce qu'on m'a mis dans les conditions de le réaliser. Pourquoi avoir fabriqué le potentiel d'être criminel et le potentiel d'être victime? Si le fabricant du criminel ou est de la victime n'est pas responsable, qui l'est? L'innocence d'exister est liée à la contrainte qui nous est faite d'exister sans notre consentement, et dans un monde pas plus consenti. Nous sommes mis devant le fait accompli d'exister, et n'avons jamais signé de contrat social ni natal avant d'exister, évidemment. Un contrat social ou natal signé après notre mise au monde est sans valeur puisqu'il concerne le lancement de notre fabrication. Un contrat social signé par nos parents pour nous est sans valeur. Nous n'héritons pas du contrat social qui précède notre existence. Un contrat ne s'impose pas. Or, sans ce contrat nécessaire à une saine et équitable association, la société est criminellement constituée. Dans une société criminellement constituée, selon ses propres termes, ses lois sont sans valeur. Nous ne sommes pas dans une société équitable, mais dans une dictature, dont l'origine est animale, qui cherche hypocritement à cacher et à faire oublier cette provenance. L'innocence d'exister est également liée à la construction et à l'architecture non choisie de notre corps physique et mental. Nous ne sommes ni Dieu, ni surhomme, ni aigle, ni lion, ni limace, ni coccinelle. Les fabricants et leurs associés connaissent tous les aléas de la fabrication d'une existence. En lançant la fabrication, ils sont donc, selon leur propre code de responsabilité, responsables des résultats de la fabrication et de la vie dans son ensemble de la personne fabriquée. Le lancement de la fabrication n'est plus celui d'un prototype expérimental. 100 milliards d'humains ayant existé, c'est bien suffisant comme base expérimentale.
La normalité et le naturel de notre fabrication ne sont pas des arguments valables pour le lancement de notre fabrication, car nul être se supposant intelligent ne peut admettre les ordres de la nature qui n'est qu'un mécanisme, une machine. D'ailleurs, aucun ordre ne peut enjoindre à un être humain de procréer. Seuls les animaux et les idiots agissent sans réfléchir. L'innocence d'exister est également liée au fait que la mémoire est un livre blanc, à la construction, et une boîte noire toute la vie. Parents et éducateurs y déversent ce qu'ils veulent sans maîtriser l'apprentissage de ce qui se produit dans ce cerveau, où les connexions s'établissent selon les mécanismes neuronaux naturels, la structure générale du cerveau et les particularités de chacun, leur alimentation, les défauts de fabrication et les aléas de fonctionnement. L'innocence d'exister est également liée au fait que tout ce qui existe est irresponsable, sans responsabilité. En commençant par l'univers et tout ce qu'il contient, donc nous. La responsabilité ne peut naître de l'absence de responsabilité, des mécanismes qui nous constituent. L'innocence d'exister est également liée au fait que le libre arbitre n'existe pas. Nous ne sommes pas d'origine divine et composés de fonctionnalités qu'un être divin nous empêche de comprendre. Le libre arbitre ne peut naître de la contrainte initiale d'existence et de la responsabilité, l'absence de responsabilité, des mécanismes de l'univers. Son existence n'a jamais été démontrée, alors qu'il est aisé de donner l'ordre de recherche aux scientifiques. La justice manque à son devoir de vérité à ce sujet. La démonstration de son impossibilité a été faite par mes soins et d'autres personnes. Son existence ne changerait rien au fait que nous avons été contraints d'exister et d'être tels que nous sommes sans l'avoir désiré. Il y a toujours des imperfections physiques et mentales. L'existence du libre arbitre n'annulerait pas l'innocence d'exister. Une démonstration de l'existence du libre arbitre doit être simple, absolue, parfaite, indéniable, sinon le doute profite à l'accusé. L'innocence d'exister est liée au fait que la vie est un ordre qu'on nous a donné. Un ordre exécuté, bien ou mal, est sous la responsabilité du donneur d'ordre quand l'exécution n'a pas été explicitement acceptée, ou quand l'acceptation est le résultat d'une manipulation mentale. Or, nous naissons livre blanc. Tout ce qui est dans notre cerveau provient de la vie qui nous a été imposée, donc des donneurs d'ordre qui en connaissaient les implications sur l'être fabriqué. Vous devrez les connaître. L'existence est une manipulation constante qui débute par l'imprégnation parentale. La culture moyenne, qui est actuellement contenue dans un cerveau humain, a évolué partant des premiers animaux multicellulaires possédant un système nerveux capable de mémoriser quelques informations. Nous n'en sommes pas responsables, ni du système évolutif. Il n'y a jamais de coupure dans une évolution. Conséquence. Nous sommes tous dans la même galère. Mais ce n'est pas en mal qu'il faut revoir le monde humain, là et les sociétés, mais en bien. La notion d'innocence d'exister doit nous tirer vers le haut. Nous devons tous en prendre conscience. La notion de culpabilité des personnes est absurde et caduque. La notion de peine, la pénalité doit être supprimée de la mentalité humaine. La culpabilité que vous ressentez quand vous avez une conduite stupide ou mauvaise, vous pouvez et vous devez vous en débarrasser. Votre enfant est innocent, donc vous également, ainsi que vos parents, ainsi que vos voisins et toute l'humanité. L'innocence se transmet, mais pas la culpabilité. La culpabilité est une erreur d'interprétation de la conduite humaine. Il ne s'agit pas de ne plus faire de loi, il s'agit simplement de ne plus punir. Il faut admettre et reconnaître que les gens ne sont pas dans la société par acceptation personnelle, qu'ils ne sont pas constitués physiquement et intellectuellement par autogénie. Ils sont fabriqués imparfaitement et éduqués imparfaitement
par des membres d'une société imparfaite dans un but personnel ou et social qui ne peut être celui de la personne fabriquée pour servir, quel que soit le service qu'il rendra à ses parents et à la société. Les lois, s'il en faut, doivent servir à la vie en société et à son apprentissage, puisque nous naissons vierges d'informations et de fonctions culturelles. Votre enfant est une personne. Dès la naissance, il ne vous appartient plus, car personne n'appartient à personne. Mais quand vous le concevez, vous savez que vous fabriquez une personne que vous envoyez pour votre service personnel sur le toboggan fatal. Les tourments de la vie et la mort inéluctable, et cela sans utilité pour lui avant que vous ne lanciez sa fabrication, mais utile uniquement pour vous. Nous sommes tous nés d'une iniquité fonctionnelle. Nos parents nous ont fabriqués sans notre accord. Mais ce n'est pas parce que nos parents sont dans le même cas que nous que cela change cette iniquité normale, animale, en quelque chose d'équitable et d'éthique. Quand la normalité n'est pas équitable, nos lois l'interdisent dans de nombreux cas, comme le meurtre, le viol, le vol de territoire ou d'objets. La procréation n'étant pas éthique, pourquoi, au minimum, ne pas réfléchir à une forme plus aimable d'introduction et d'accueil des personnes dans le système vivant? Notre humanité peut-elle franchir ce pas? Le principe d'innocence d'exister est « Nul ne peut être tenu responsable d'exister, ni de ses actes au cours de son existence, quand il n'a pas demandé à exister, et qu'il n'a pas plus demandé la forme de son existence que le lieu de son existence. » C'est toujours le cas. Aucune entité mortelle ou immortelle ne peut déroger à cette loi. Individu et société. La notion de contrainte d'existence et donc d'innocence d'exister est, je pense, aisément compréhensible pour l'individu qui procrée. Ce procréateur devrait savoir que son enfant est innocent de ses actes puisqu'il l'a fabriqué imparfaitement et éduqué imparfaitement. J'imagine mal qu'on ne puisse comprendre ça. Pourtant, combien de parents punissent leurs enfants, et pas simplement en utilisant la punition érigée en système éducatif, mais parce qu'ils sont excédés que l'enfant ne comprenne pas. N'est-ce pas vous, le fabricant, qui êtes responsable des capacités physiques et intellectuelles de votre enfant? N'est-ce pas vous le responsable de ce qui entre dans le cerveau du petit, cerveau que vous avez construit? N'est-ce pas vous qui avez fabriqué tous les mécanismes qui gèrent les connaissances et les actions de votre enfant? Et ne reprochez rien à la nature, elle n'est qu'une machine. Et donc ne reprochez rien à la nature de votre enfant, puisque vous connaissez à l'avance tous les tenants et aboutissants de la procréation. Je vous le rappelle, l'enfant n'a pas demandé à exister pour votre service. Si vous ne savez pas y faire avec lui, ne lui reprochez pas votre incompétence. Il est innocent d'exister et d'être ce qu'il est. Mais pourquoi serait-ce vrai pour l'enfant de l'autre? Pourquoi serait-ce vrai pour une société? Les parents lancent la fabrication d'une existence en connaissant à l'avance tous les problèmes, sans exception, que cela causera à la personne procréée. S'ils ne les connaissent pas tous, par contre la société les connaît. Elle est d'accord pour ce lancement de procréation selon le bon vouloir des deux futurs parents. Les parents et la société ne peuvent donc pas se cacher derrière les aléas de la nature pour dire qu'ils n'envisageaient pas les problèmes innombrables que rencontrera leur enfant. Tous les résultats possibles d'une procréation sont connus. C'est comme si le modèle d'enfant qu'ils désiraient était exposé en magasin, mais qu'ils n'avaient que le tirage au sort comme choix, du meilleur au pire, pour leur progéniture. La société donne son accord à ses associés de procréer. C'est un accord implicite. C'est de fait une autorisation pour chacun des associés de procréer sans avoir à le demander explicitement à la société. Les gens sont mis au monde, c'est-à-dire fabriqués avec l'accord tacite de la société. La société est responsable de leur existence.
chacun des membres de la société est dans le même cas. Chacun est mis devant le fait accompli d'exister. Personne n'est responsable d'exister. Personne n'est responsable de ses qualités et de ses défauts physiques et intellectuels. La société connaît tous ces détails. La société accepte par avance tout défaut de fabrication physique ou intellectuelle, puisqu'elle connaît tous les aléas de la fabrication et les autorise jusqu'au plus terrible, au plus abominable. La société, si elle prétend que la responsabilité existe, est responsable de la même responsabilité envers ses associés qu'elle contraint à exister, quelles que soient leurs qualités et surtout défauts, car ce sont les défauts des individus qui vont la perturber. Individus dont elle a autorisé la fabrication et qui n'ont pas donné leur accord pour exister. Évidemment, puisque c'est une fabrication totale. C'est la fabrication qui donne vie. Les couples lancent la fabrication par copulation ou médicalement. La fabrication est automatique et naturelle. Elle a beau être naturelle. Mais puisque la copulation est volontaire, alors la responsabilité reste au copulateur censé être libre et volontaire, et surtout connaissant tous les aléas de la fabrication, y compris la mort éventuelle de la procréatrice ou l'acquisition d'une pathologie plus ou moins grave. Tout ça est connu. 100 milliards d'humains ont existé. 8 milliards d'humains se côtoient aujourd'hui. Nous avons l'expérience. La médecine est très avancée. Elle connaît tout ça. L'OMS référence tous les problèmes de la procréation. Rien n'est caché. La société sait. Si la responsabilité existe selon ses propres références philosophiques, alors la société, qui laisse faire, donc autorise la procréation pour son bénéfice, mais pas au bénéfice de ceux qu'elle fabrique, est responsable des individus, de leur santé et de leur intellect, donc de leur bonne ou mauvaise insertion sociale. Ce sont les mâles insérés qui nous préoccupent. Ils sont dans un jardin de ronces et d'épines qu'ils n'ont pas demandé, tout comme leur existence. Ils ne sont responsables en rien de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Cela implique donc que l'on peut excuser la société d'être stupide, mais comme chacun d'entre nous fonctionne de manière rétroactive, cela signifie qu'elle peut se corriger. La peine est absurde et inutile, il ne lui reste plus qu'à l'admettre. Une société est un ensemble d'associés. La Constitution française utilise le terme société ou social une trentaine de fois, et le mot est cité 2 fois dans les droits de l'homme. Nous sommes donc bien des associés. Ce qui signifie que ce que fait chaque associé est en accord avec la sorte de contrat implicite ou écrit qu'ont entre eux les membres de l'association, pourvu que cela ne soit pas explicitement interdit. Or, la procréation est non seulement autorisée, mais c'est le seul moyen pour que la société perdure. Ce qui signifie que, quel que soit le résultat d'une procréation, il est accepté par la société. De plus, la société a rendu l'école obligatoire, ce qui rend chaque associé lié par l'enseignement à la société. La société a donc pris en charge l'éducation de ses membres et en est totalement responsable. Car qui intervient arbitrairement dans une action, même en partie, est responsable de la totalité de l'action. Si la procréation était un meurtre, les membres en seraient complices. Et pour moi, la procréation est effectivement un crime dans le sens social du terme. Dans le cas de la procréation, nous pouvons dire que chaque membre est coresponsable de la fabrication et de l'éducation de chacun par simple acceptation implicite de sa procréation. Le principe d'équité rend chacun responsable de tous et tous de chacun, mais nous sommes responsables sans être coupables. Responsables dans le sens où cela désigne la cause initiale, et personne n'est pénalisable puisque nous sommes tous dans le même cas. J'ai des doutes sur la notion de société qui nous lie, car une société est une association
de personnes qui coopèrent. Or, nous ne coopérons pas, nous sommes tous concurrents. Pour la société considérée comme un organisme, nous ne sommes individuellement que des bouche-trous. Nous servons à remplacer les morts, et c'est ainsi que les gouvernants nous considèrent. Sinon, ils s'occuperaient de tous individuellement. Nous serions tous égaux en traitement, en richesse, en potentialité, en santé, en longévité, en bien-être, etc. Les personnes n'ont pas à mériter leur égalité, puisqu'on leur a imposé l'existence. Ils n'ont pas à faire les yeux doux à la société, ils n'ont pas à lui cirer les pompes pour obtenir le bien-être minimal. Quand la société punit un de ses membres, ne voit-elle pas qu'elle punit le résultat de sa propre fabrication et sa propre éducation? La société a les clés du magasin, le résultat étant la personne qu'elle punit. Est-il rentable de se boucher les yeux et de ne pas voir que cette personne est le résultat des actes sociaux, c'est-à-dire procréation par deux de ses membres et éducation par la société qui est elle-même imparfaite? Il s'agit seulement de chercher où est le problème et tenter de trouver la solution. Étant donné que nous fonctionnons de manière rétroactive, la solution est dans la compréhension et dans l'éducation collective. Ce que nous apprenons nous modifie. Plutôt que de punir, il faut demander à la personne reconnue coupable comment elle veut résoudre le problème qu'elle a en partie engendré par son comportement. Veut-elle rentrer dans la société ou veut-elle en être exclue? Ensuite, il faut lui proposer différentes méthodes de réinsertion ou d'exclusion en fonction de ce qui doit être corrigé. La récidive est un problème un peu différent, car il implique que la réinsertion n'a pas fonctionné correctement. Et surtout, la société doit chercher l'erreur qu'elle a commise envers cette personne. Mais ce n'est pas à moi de donner la solution à la reconnaissance de l'innocence d'exister. Il devrait être facile de trouver quelques milliers de personnes compétentes. Conclusion. Quelle que soit la forme sociale qui liera les humains entre eux dans l'avenir, même si cette association est la plus douce, la plus aimable, la plus équitable, la plus égalitaire possible, il restera toujours le problème d'éthique sous-jacent à la formation de cette société, qui est l'incorporation sans leur accord préalable des personnes qui sont fabriquées sans maîtrise, aléatoirement, et introduites pour peupler la société en continu pour combler la mortalité. C'est une servitude, une prise de risque, une condamnation à souffrir et mourir pour servir les idées des existants. Idées qui ne sont pas nécessairement celles des nouveaux entrants, malgré leur imprégnation de la culture sociale dès la naissance. Et ceci n'est ni éthique, ni équitable, ni aimable, ni doux. Je n'admets pas d'avoir été fabriqué pour servir et d'être culpabilisé pour ce que je suis ou ce que j'ai fait, alors que je ne suis ni responsable d'exister, ni d'être responsable de mes facultés, ni d'être responsable du monde qui m'entoure et me façonne. C'est absurde. Nous existons sans l'avoir demandé. Nous devrions être considérés par tous nos semblables et autres intelligences comme des invités dans le monde. Je veux qu'on me considère comme un invité et non comme un esclave. Sinon, il est inutile d'encombrer la planète d'un être qui ne l'aimera pas. Votre planète devenant une véritable poubelle emplie d'esclaves éboueurs. N'oubliez pas que fabriquer un handicapé de naissance, ou pas, est un immense crime. Si un battement d'ailes de papillon peut provoquer quelque remue-ménage à l'autre bout de la planète, alors cet argument contre le pénal devrait suffire à provoquer des changements profonds dans notre comportement social et individuel. Il suffit donc de ne pas garder pour soi cette idée. Elle n'est utopique si vous la pensez telle. Sinon, en la diffusant, elle prend du poids et son envol. Phrase contextuelle. 1. Si une seule vie est absurde, alors 8 milliards de vies sont 8 milliards de fois plus absurdes. 2. À quoi me sert mon existence avant d'exister? Réponse à rien, puisque je n'existais pas avant ma fabrication.
À quoi me sert mon existence après avoir existé? Réponse, à rien, puisque je n'existerai plus. 3. On ne peut reprocher ses interactions avec le monde à une personne qui n'a pas demandé à exister, donc à interagir. 4. La procréation ne sert que ceux qui existent déjà. Personne ne maîtrise cette procréation, ni le chemin que suivra la personne procréée. Une fois que vous avez engendré la souffrance, comment la défaire? Seuls les animaux insensibles et sans intelligence procréent dans ces conditions. 5. Une personne qui fabrique un enfant accepte de fait le monde tel qu'il est et ne peut donc manifester sa désapprobation sociale de l'état du monde, sauf de prétendre qu'il a été floué et d'admettre sa propre stupidité. 6. Il est naturel de faire des enfants, mais c'est un pouvoir, pas un droit. Le crime est naturel, ainsi que le viol. Eux aussi sont des pouvoirs, mais ils sont interdits. 7. Si vous poussez une personne sur un toboggan, vous êtes responsable légalement de ce qui pourrait lui arriver. Mais si vous lancez violemment une personne, votre enfant, sur le toboggan fatal de l'existence, la justice laisse faire, et probablement approuve. Pourquoi? 8. Notre comportement dépend de nos connaissances, et quand nos connaissances sont erronées, nos comportements le sont également. La vérité doit donc être répandue, quelle qu'elle soit, à tous. 9. La vérité n'est ni démocratique, ni démagogique, ni populiste, elle est argumentée. La vérité n'est pas le résultat d'une élection ou d'une pétition. 10. Toute forme de manipulation mentale contredit le libre arbitre, à commencer par l'éducation dans un cerveau vierge à la naissance, l'apprentissage, le dialogue entre deux ou plusieurs personnes, la propagande, la publicité, l'hypnose, les fake news, dont les diverses religions, etc. 11. Si vous êtes incompétent dans la fabrication et dans l'éducation d'un être humain, vous avez la possibilité de cesser d'en fabriquer. Or, nous sommes tous incompétents, car un être humain sensible et conscient demande la perfection. 12. L'artificiel est inclus dans le naturel. Cela signifie que la fourmilière est l'artificiel d'une fourmi, mais est naturelle, que la termitière est l'artificiel du termite, mais est naturelle, et de la même façon, toute idée, tout acte et tout outil de l'humanité sont l'artificiel de l'humain, mais sont naturels. 13. La différence entre la sélection naturelle et la sélection artificielle n'est donc pas bien grande, puisque l'artificiel est inclus dans le naturel. 14. Nul n'est tenu d'obéir aux ordres d'une machine, donc de la nature et de l'univers. 15. Si le juge lui-même ne se sent pas responsable de la mauvaise éducation de son propre enfant, en le jugeant, qui peut l'être? 16. Les scientifiques fonctionnaires sont aux ordres de l'État, les scientifiques professionnels sont aux ordres de leurs entreprises. Quels scientifiques nous informent des vérités qu'ils découvrent sans contrainte de leurs supérieurs? Quels scientifiques ne sont pas censurés? 17. Le libre arbitre n'a jamais été démontré scientifiquement. Or le doute sur son existence profite à l'accusé. Quel avocat s'est servi de cet argument indiscutable pour éviter la prison à son client? 18. Le tout n'est pas supérieur à la partie. Il est différent de la partie. La notion de supériorité est un jugement de valeur. Par exemple, un ensemble d'atomes, une molécule n'est pas supérieure à l'atome. Elle a simplement des fonctionnalités différentes. 19. Quand le pénal sert à éduquer une autre personne que l'accusé, il n'est pas de la justice. 20. Personne n'a le droit de punir un autre que soi-même. 21. Je suppose qu'une voiture autonome ne sera pas responsable des accidents qu'elle causera, et que si le constructeur est incompétent, sa licence lui sera supprimée. 22. L'univers est déterministe, le libre arbitre est une impossibilité technique,
Mais même si le libre arbitre était possible, la contrainte d'existence nous rend innocents de nos actes. 23. Une personne dans le mal-être est une victime dont la justice devrait se préoccuper avant toute autre chose. Le mal-être devrait suffire pour porter plainte contre ses procréateurs et leurs associés. 24. Si vous n'avez pas un QI de 1000 et un QP, quotient physique, de 1000, alors demandez à être dédommagé, car ils vous sont dus. 25. Le libre arbitre est impossible, il ne peut s'induire d'un univers mécanique déterministe. 26. L'idée d'un paradis non terrestre implique l'imperfection admise de ce monde, et l'imperfection des êtres qui y vivent, puisqu'ils en ont été chassés, ce qui devrait suffire à leur ôter toute responsabilité. 27. Le mérite supposé de chacun dans la société dépend d'abord de son existence, donc de ses capacités physiques et intellectuelles, puis de son éducation, puis de son travail. Puisque personne ne mérite son existence, et puisque personne ne mérite un handicap, alors personne ne mérite un don et les avantages qui en découlent. 28. Un tigre sauvage est un tigre libre de tuer un autre tigre. Un capitaliste sauvage est un capitaliste libre de faire d'un autre homme un esclave par l'argent. C'est le libéralisme animal. 29. Comment la somme d'automatismes qui constituent notre corps peut-elle donner autre chose qu'un automate? Fin. Émile Berlerme. Merci.